Au cours du XXe siècle, de grandes vagues de grève ont submergé la société française. Celle de mai-juin 1936 est l'une des plus marquantes. Pour la comprendre, il faut revenir au début des années 30. La France était encore largement paysanne. Elle connaissait depuis le début du siècle un développement important dans des secteurs comme la métallurgie, la chimie. L'onde de choc du krach de Wall Street de 1929 frappe la France 2 ans plus tard. Le pouvoir d'achat décroît de 15%. La gauche syndicale et politique est divisée. En 1932, le cartel des gauches remporte les élections législatives, mais rapidement les vainqueurs connaissent des dissensions. Fin 1933, éclate un scandale financier impliquant Banquier Véro, Stavisky et plusieurs ministres du gouvernement. Les grands problèmes sociaux persistent. L'extrême droite se sert de cette situation pour appeler à une marche contre l'Assemblée nationale le 6 février 1934. Ça tourne à l'émeute. Il y aura 14 morts et près de 2000 blessés. J'ai suivi le mouvement, cette bonne blague. Moi, quand je vois des gens qui marchent, je suis. C'est la merde. C'est vraiment un gros tas de merde. Dès le lendemain, les dirigeants de la CGT décident de l'urgence d'une grève contre les menaces du fascisme pour la défense des libertés publiques le 12 février. Cela enclenche une dynamique à gauche. La grève du 12 sera un grand succès. Le 14 juillet 1935, l'union des grands partis ouvriers est scellée par la fondation d'un front commun, c'est la naissance du Front populaire. Au printemps 1936, cette alliance électorale remporte les élections législatives. Mais dès début juin, 1,5 million de travailleurs se mettent en grève. Dans la nuit du 7 au 8 juin 1936, 3 jours après la formation du gouvernement, le nouveau président du Conseil, Léon Blum, organise une rencontre entre la Confédération Générale du Patronat Français, la CGPF, et la CGT. Celle-ci aboutit à une entente connue sous le nom des accords de Matignon. Ces accords prévoient les conventions collectives, la création des délégués du personnel, une augmentation de 12% des salaires, mais on retiendra surtout l'instauration de la semaine de 40 heures et le 3 de 15 jours de congés payés. C'est cette dernière mesure qui aura le plus de résonance pour des millions de travailleurs. En effet, toute personne ayant travaillé pendant une année aura droit à 15 jours de vacances dont au moins 12 jours ouvrables. C'est enfin la possibilité de partir vraiment en vacances, de découvrir la mer, la montagne, de quitter le logement exigu. Dès l'été 1936, les congés payés donnent une impulsion considérable au camping, au cyclotourisme avec le fameux tandem et au circuit organisé. On partait de bon matin quand on partait sur les chemins à bicyclette. À cette époque, le secrétaire d'État au sport et loisirs était un certain Léo Lagrange qui aura marqué le tourisme populaire avec les auberges de jeunesse et les billets SNCF congés payés. À partir de 1938 commencent les années sombres qui vont nous amener à la guerre. Après 5 années de guerre, les congés payés trouvent véritablement leur expression populaire à la libération de la France, dans la dynamique du Conseil national de la résistance qui, outre les caisses de retraite et la sécurité sociale, initie la création des comités d'entreprise en 1945. Les tout premiers CE décident de mutualiser leurs moyens au sein d'une fédération nationale du tourisme social, Tourisme et Travail. Dès août 1946, Tourisme et Travail ouvre le premier centre de vacances. C'est bien grâce à leur comité d'entreprise qu'un grand nombre de salariés et leurs enfants ont découvert les vacances. Les luttes sociales ont fait progresser par étapes le droit au congé payé jusqu'aux 5 semaines actuelles. La grève et l'occupation de 1955 chez Renault-Billancourt ouvrent la voie à la 3e semaine de congé. C'est à la suite des grèves de mai 68 que la 4e semaine est acquise. L'ordonnance du 13 janvier 82 instaurera la 5e semaine.